Salam alaikum, docteur Bachir Aguerabi. Salam wa rahmatullah. Vous êtes ingénieur en génie civil, architecte et docteur d'État. Oui. Et historien aussi. Historien amateur depuis une quinzaine d'années. Depuis la retraite? Oui, pratiquement depuis que j'ai arrêté l'architecture. Très bien. Parfait. Vous êtes un des fondateurs de l'Union pour le changement et le progrès, l'Ittihad Majlis At-Taghyir wa Ar-Ruqi. Et vous êtes aussi fondateur d'un autre UCP, l'Université citoyenne populaire. Oui, c'est الجامعة المواطنية الشعبية. un très grand plaisir d'être parmi ce groupe qui va de l'avant dans ce contexte à la fois pédagogique et à la fois culturel. Ben nous sommes aussi très heureux de vous accueillir et d'être là parmi vous pour comprendre, pour cet événement du 20 août, c'est une double commémoration, le Hujum Shamal Qasantini wa Mu'tamar Soumam. On va commencer par les attaques du Nord constantinois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire le contexte du 20 août 1955 dans le cadre de la révolution algérienne? Oui, le 20 août 1955, c'est pratiquement 10 mois après le déclenchement de la révolution, le 1er novembre 1954. Le 1er novembre 1954, il y a eu une déflagration qui a étonné le monde. Il y a eu des attaques par une organisation inconnue du colon français, de la colonisation française, qui est le FLN, qui s'est fondé ce jour-là avec son bras armé, l'ALN, et qui ont déclenché des opérations dans toute l'Algérie. Dans toute l'Algérie, les premiers morts militaires français ont été enregistrés, en tout 8 morts, qui ont été 4 au niveau des Aurès, 3 au niveau de Batna, un officier à Khenchela, et 4 autres au niveau des différents lieux entre Tizi Ouzou, Boufarik, Alger, une partie de l'Oranie, le nord constantinois. Tout le monde a participé au 1er novembre et ça a fait que la France était tombée de haut parce qu'elle pensait quelque temps auparavant que c'était la paix. D'ailleurs, il y a un général qui s'est baladé dans les Aurès. On lui avait dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans les Aurès. Il a passé en revue pratiquement tous les sites des Aurès. Il est revenu, il a fait un rapport, il a dit vous pouvez dormir tranquille, il n'y a absolument rien. La preuve que Boumboulaïd avait si bien caché les armes qu'ils n'ont rien vu. Et quelques temps après, et quelques temps après, il y a eu donc le 1er novembre. Et les choses ont continué. Le problème, c'est que ça n'était pas un feu de paille. Ce n'est pas quelque chose qui s'était éteint. Bien au contraire, ça s'est structuré de plus en plus. Et parce que ça a été bien préparé. Boumboulaïd a acheté des armes depuis 1947. Il a acheté pratiquement tous les stocks américains, tous les stocks italiens de la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de la Libye, au niveau de la Tunisie. Il a pratiquement stocké des armements qu'il a enfouis. Et même lorsque l'OSS, l'organisation spéciale, a été dissoute, il est le seul à avoir gardé les armes et à avoir gardé les hommes, ce qui fait qu'il était pratiquement le mieux préparé. Il a ensuite d'ailleurs transmis des armes à Krim dans la Kabylie, et ça a fait que c'est bien parti. Ce n'était pas uniquement une déflagration du premier. À tel point que l'armée française a mobilisé toutes les troupes, notamment les parachutistes, les légionnaires qui sont revenus de l'Indochine. Ils ont été pratiquement envoyés dans les Aurès. Et ça a fait que ça a continué. Il y a eu des batailles féroces. Il y a eu donc Boumboulaïd a associé ce qu'on appelait l'ancien bandit d'honneur Green, Belgesem Green, avec une troupe aguerrie d'une vingtaine de personnes au groupe du FLN, qui a fait que l'armée française a eu fort à faire.
Et c'est quoi le rapport, justement, avec les attaques du Nord Constantinois Du en Nord 1957? Constantinois, justement, par cet effet justement de concentration et d'intensité de la guerre qui s'est concentrée essentiellement aux Aurès, qui a mobilisé pratiquement 80% de l'armée coloniale au niveau des Aurès, ce qui fait que les Aurès ont été pratiquement étouffés, et qui fait que l'état-major du FLN, d'une façon, même s'il est, je dirais, autonome, chaque région est pratiquement autonome, de ce fait, Zurutius a décidé de faire une opération pour dégager les Aurès, pour désenclaver les problèmes, pour essayer d'attirer l'attention hors des Aurès pour que les Français s'occupent un peu plus et desserrent l'étau qu'il y a sur les Aurès. Parce que c'était infernal. C'était le napalm, c'était les zones interdites. Les zones interdites les douars ont été vidés dès le 23 novembre dans les Aurès. C'est-à-dire les regroupements de population ont commencé le 23 novembre dans les Aurès par Kiml. Et en plein hiver, les gens ont été dans des goutounes sous la neige autour des villes comme Khenchela, Harris, Batna et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a une telle intensité qu'on appelait, les Français appelaient ça la guerre des Aurès. Et puis pour essayer de donner une dimension nationale, que ce n'était pas uniquement les Aurès qui étaient concernés, il a été décidé, Zurutius a été l'adjoint de Didouche Mourad. Et comme Didouche Mourad était mort, c'est lui qui a pris le commandement au niveau du Nord Constantinois. Il a déclenché cette opération avec des paysans civils qui, armés de fourches, armés de haches et de manches de pioches, qui ont attaqué les colons. Et ça a fait que la France s'est brusquement aperçue qu'il y avait autre chose, que c'était encore plus étendu. Et de ce fait, ils ont effectivement desserré un peu les taux sous les Aurès. Ils ont commencé à s'occuper du Nord Constantinois. La Kabylie a suivi ensuite par d'autres situations. Et c'est vraiment parti, à partir de là, la vraie guerre d'Algérie, d'une façon étendue, a commencé après 1955. Donc c'était dans le cadre d'une tactique de guerre, absolument, dans le cadre de notre c'est révolution. pour desserrer les taux sur les Aurès qui supportaient tout le poids de l'armée coloniale. Très bien. Et en quoi cela est une rupture dans le cadre de notre glorieuse révolution? C'est une rupture à double sens. Dans le sens de la stratégie, où c'était une opération dans les Aurès, c'était des opérations à la fois de guérilla, d'affrontements classiques. Il y a eu ensuite la bataille de Djorf, une fois qui avait un affrontement direct entre forces. Et ces situations-là font que, au niveau de la stratégie de Zurutius, il a essayé de mettre la population dans le jeu. Parce que jusqu'à maintenant, c'était une sorte de maquis, les maquisards, on les appelait, les félagas pour les Français, les moujahidines pour le peuple. Ils occupaient la montagne. Mais là, c'est les paysans qui sont rentrés dans la ville de Skikda, dans les villages et dans le truc. C'était une confrontation de civils avec les civils français. C'est une autre guerre, une autre forme de guerre, une rupture donc, entre des batailles armées et des batailles avec des confrontations armées et une sorte d'insurrection populaire qui a fait que, d'un côté, les Français ont compris que le peuple était concerné. De l'autre côté, la réaction des Français qui a été extrêmement violente. Ils ont fusillé par milliers de gens dans le stade, par exemple, de Skikda. Ça a fait, d'après les estimations, suivant les Français, ça parle à peu près d'un millier de morts. Des sources au niveau du FLN parlent de dizaines de milliers de morts, c'est-à-dire, enfin, dizaines. Disons que ça parle entre 8 000 et 10 000 exécutions qui a eu lieu. Donc ça a fait une rupture entre deux populations, les populations
algériennes dites musulmanes et les populations européennes. Il y a eu donc une rupture. Au niveau de... Autant que la rupture qui s'est faite en 1945, en 1945, où il y a eu une rupture sur l'assimilation. À ce moment-là, le 8 mai 1945, ce qui en a suivi. Ensuite, il y a eu donc une rupture de demande de l'assimilation aux Français. Cette rupture a été définitive à ce moment-là, donc il fallait passer à autre chose. Et au niveau de 1957, il y a eu une rupture comme quoi il ne peut pas y avoir mélange de population. Les Européens d'un côté et les Algériens de l'autre, avec une hostilité au milieu. Cette rupture était voulue aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de rupture de Zéroutius en disant comme quoi, à partir de maintenant, les Algériens ne peuvent plus dire on va s'allier aux Français. Voilà la stratégie. Et en termes de tactique de guerre, de mobiliser des civils qui n'ont pas d'armes sophistiquées pour aller affronter l'ennemi, ça doit jouer, ça doit donner un coup au moral de l'ennemi extraordinaire. Et en termes de tactique de guerre, on est sur Sanzhou. Oui, c'est justement le. En fait, il faut situer ce problème du combat algérien dans une perspective globale. Depuis la conquête de 1830. 1830, la conquête d'Alger. Ça, c'est un autre sujet. On reviendra peut-être dans une autre... pour dire Il y aura plusieurs épisodes, monsieur. Voilà. Donc, au niveau de la conquête d'Alger, c'est une chose. Alger a été prise après une résistance factice des Turcs de 15 à 16 jours, et Alger a été prise. Mais les Algériens ont lutté 27 ans, jusqu'à 1857, les armes à la main, contre la colonisation française. Autrement dit, les Turcs qui, soi-disant, défendaient Alger, ils disaient, avec le slogan « le Mahrousa » et tout ça, a fait qu'elle a été prise en 2 semaines, alors que l'émir Abdelkader a résisté pendant 17 ans, et le reste de l'Algérie, dont Fatma Nsoumer, dont Boubaghla, dans toutes les insurrections qui a eu lieu, on les fout du sud de l'Oranie, des Aurès, du nord constantinois, ont fait que l'Algérie a bataillé pendant les civils, les résistants civils, armés, a résisté pendant 27 ans. Voilà une dimension de la résistance populaire de l'Algérie qui n'est pas suffisamment étudiée. Très bien, d'accord. Et justement, cette rupture entre la population et la population algérienne et la population européenne du colonisateur, comment elle s'est traduite par la suite après le 20 août 1955? Après 1955, ça a été définitif. Ça a été d'un côté indépendance ou rien, libération ou rien, d'un côté, et de l'autre côté, écrasement total, quels que soient les moyens de cette l'Écho d'Alger, qui est le journal de Borjou, titré « Il faut frapper vite et fort » au lendemain du 1er novembre. C'était le titre en 5 à la une, frapper dur et fort. C'était ça l'objectif de la colonisation. C'est toujours frapper dur et fort, comme en le 8 mai 1945. Donc, les péripéties ou disons la situation de ce 20 août 1955 n'est qu'une suite de tout ce qui s'est passé. En fait, moi, je situe cette forme de modernité de la résistance du peuple algérien, elle se situe pratiquement au début du siècle. Jusqu'à tout le 19e siècle, il y a eu une sorte d'insurrection, je dirais, défensive. C'est-à-dire que chaque fois que l'armée coloniale avançait sur une région, les Harouches ou les tribus, tout ça, se mobilisaient, formaient une coalition, formaient une sorte, ce qu'on appelait le SAF, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs Harouches, et ils affrontaient les Français. Mais ça, je dirais,
c'est à la fois défensif et à la fois pratiquement pathétique. Ça aboutit toujours par la défaite et je dirais l'extinction de la révolte. Pratiquement, il y avait... Et jusqu'à ce qu'une autre région se soulève, et ainsi de suite. Ça, c'était le 19e siècle. Mais à partir du début du 20e siècle, grâce notamment à ce qu'on appelle le mouvement des jeunes Algériens, dont beaucoup n'en parlent pas. Le mouvement des jeunes Algériens, c'était un mouvement moderniste qui était conduit ensuite par l'émir Khaled, le petit-fils de l'émir Abdelkhadr, qui a conduit ce mouvement qui demandait l'autodétermination. Contrairement à ce que dit l'histoire, ce n'est pas Messali qui a demandé le premier l'indépendance ou l'autodétermination. C'est l'émir Khaled. C'est pas en 1936 par Messali el-Hajj que ça a été demandé. Ça a été demandé en 1912 et en 1916 par l'émir Khaled au nom du mouvement des jeunes Algériens et qui demandait la modernité. Et cette modernité a été combattue par la France. Et par la suite, cette modernité étant refusée, cette modernité a été cassée, elle a été je dirais, manipulée par la France d'une façon très insidieuse, ça on en reviendra peut-être, et ça a fait qu'on est arrivé au 8 mai 1945. Et de nouveau, les jeunes Algériens, ou du moins les héritiers des jeunes Algériens, se sont le jour même de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 1945, c'est-à-dire le jour de la victoire des Alliés sur les Allemands, sur les nazis. Le jour même, le drapeau algérien a été levé. Il a été donné ordre que la manifestation pouvait se faire, mais sans le drapeau. Mais les mouvements algériens représentés par les scouts, par le chef scout qui a levé le premier drapeau, qui a été abattu par un inspecteur de police, qui était un membre ensuite de l'OAS. Donc, c'est ça qui a fait la déflagration du 8 mai 1945. Donc là, les Algériens aussi ont fait une rupture. Ils ont compris que ce n'est plus la peine de demander l'assimilation qui était quémandée par les différents partis, je dirais, à la fois réformistes et à la fois populistes. Ça a été la rupture. Et dès 1947, l'organisation spéciale LOS a été fondée pour préparer la guerre de libération. Parfait. Donc, voilà. Du coup, on est dans une accumulation des luttes. Absolument. C'est une continuité. Il y a donc différentes étapes qui ont été faites par génération. Chaque génération a apporté a accompli sa mission de libération. C'est ça l'élément. Bah, comme c'est le 20 août, on va parler d'une autre rupture, c'est une autre date. C'est le 20 août 1956, et le congrès de la Soumam. Ah, le congrès de la Soumam. C'est aussi une rupture. Ça, c'est une rupture politique et organisationnelle. Eh ben, si vous pouvez nous en dire plus. Alors, comment dire, la révolution ou la guerre de libération. Parce que là aussi, il y a les termes qui... on peut parler des termes. Des termes, parce que au départ, c'était la guerre de libération. À partir de 1956, on nous a vendu la guerre d'indépendance. Voilà le sujet qui est fait. À partir de 1956, il y a eu une bascule. La bascule s'est passée, retenez bien cette date, 19 mars 1956. Ce n'est pas le 19 mars 62, c'est 19 mars 1956. 19 mars 1956, la France a compris qu'elle ne pouvait plus gagner la guerre contre les Algériens. Et c'est quoi l'événement du 19 mars 1956 ? 19 mars 1956, elle a décidé de se débarrasser de la Tunisie et du Maroc en leur accordant leur indépendance et d'engager des pourparlers secrets avec le FLN. Voilà la détermination des choses. Et ça, c'est donc 6 mois avant le congrès de la Soumam. Très bien. Donc, cet élément-là qui se passe en 19 mars 1956, donc, l'Algérie, par son combat,
de 2 ans a fait gagner l'indépendance au Maroc et à la Tunisie. Ça, c'est parfaitement clair. Donc, la France a décidé de se débarrasser de ce qu'ils appelaient les protectorats, puisque ce n'étaient pas des colonies, ce n'étaient pas des départements français, c'était des protectorats. Elle a décidé de se débarrasser du Maroc et de la Tunisie. Très bien. Et pour se consacrer à l'Algérie. Et à ce moment-là, les choses se sont passées. Il y a eu donc des négociations secrètes dans différents pays, en Italie, en Yougoslavie, et ça a fini au Caire. Ça a fini au Caire, et il y a eu donc des délégations qui ont fait que, à partir de ce moment-là, on commençait à parler d'autodétermination, d'autonomie. On négocie sur ça. Mais pas d'indépendance. Et pas d'indépendance, et pas de libération. Donc, à partir de là, le FLN a nécessité pour pouvoir négocier avec la France. Il fallait pas uniquement que le FLN, qui à chaque fois, la France voulait doubler le FLN par des messalistes, par le MNA, par différentes opérations dont ils ont l'habitude d'opérer. Et à ce moment-là, le FLN a compris qu'il fallait réunir tout le peuple. Il fallait réunir tous les autres, c'est-à-dire les réformistes, les ulama, tous les gens qui étaient contre la lutte armée. Il fallait les intégrer. Il fallait pour pouvoir être représentants, uniques représentants du peuple algérien vis-à-vis de la France, vis-à-vis duquel ils étaient engagés dans des négociations. Donc, le 19 mars 1956, les Algériens ont compris qu'ils devaient préparer l'indépendance. Donc, il fallait s'organiser. Donc, il fallait un congrès pour pouvoir intégrer tous ces mouvements, les messalistes, les communistes, les réformistes, les Farhat Abbasistes, et ainsi de suite. Tous ces gens-là ont été intégrés au congrès de la Soumam. Il fallait donner une dimension politique et organisationnelle plus étendue pour pouvoir asseoir les éléments et pour avoir, je dirais, le même sort, au moins au minimum, au moins que la Tunisie et le Maroc. Qui sont cités dans la déclaration du 1er novembre 1954. Pour un combat des pays nord-africains et ainsi de suite, oui. Absolument. Et donc, en quoi le congrès de la Soumam est une rupture organisationnelle? Parce que là, on a parlé de la rupture politique, parce que le congrès de la Soumam veut agréger l'ensemble des courants qui composent la société algérienne, qui est une première démarche vers l'État-nation. Mais en quoi c'est une rupture organisationnelle? Et là, à ce moment-là, on sort d'un mouvement insurrectionnel, on sort d'un mouvement révolutionnaire vers la construction d'un État, d'un futur État. Il fallait des situations, il fallait un système à la fois qui est basé sur la démocratie, sur la réunion du plus grand nombre, sur la représentation politique, sur la primauté du politique sur le militaire, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Tous ces éléments-là ont été mis en avant par le congrès de la Soumam. Très bien. Voilà. Très bien, très clair. Et les acteurs qui ont composé ce congrès de la Soumam, vous, de votre regard d'historien, comment voyez-vous les résultats de ce congrès, au même titre qu'il y a eu des résultats des attaques du Nord Constantinois en 1955? Encore une fois, c'est une rupture dans la démarche, c'est une construction, je dirais, on passe du précaire, on passe de l'urgence vers des éléments construits solidement sur des fondations. Le congrès de la Soumam, c'est la fondation du futur État algérien. Et mais bon, ce n'est pas dénué de problèmes, puisque compte tenu de la guerre qui était encore plus intense, il fallait réunir un maximum. Et le congrès de la Soumam n'a réuni que la moitié des wilayas, 3 sur 6. Les Aurès, qui sont la principale wilaya, la wilaya 1, n'ont pas assisté à ce congrès. Ils ont été absents.
Et comment vous, à partir de quelle source vous pouvez penser que les Horaces n'ont pas assisté au congrès de la Sorbonne et pourquoi, le cas échéant? Bah, tout le monde sait qu'ils n'ont pas assisté, ça c'est connu, un élément qui est connu. Mais simplement, pourquoi ils n'ont pas assisté? Des sources disent comme quoi une invitation a été envoyée, mais compte tenu que, entre-temps, Ben Boulaïd était mort, Voilà. parce il s'était évadé de la prison après qu'il ait été, comment dire, capturé et emprisonné à Constantine. Il s'est évadé et il est mort quelque temps après. Donc, de ce fait, il y a eu une confusion. Ils n'ont pas reçu, enfin, ils se sont pas présentés à ce congrès. Mais moi, j'ai assisté à un congrès à Batna où il y avait des membres et les principaux, comment dire, qui étaient encore vivants à cette époque-là. C'était en quelle année, M. Garbi? 2018, où ils nous ont, en fait, ces responsables de la Wilaya 1 ont dit qu'on n'a jamais reçu. On n'a jamais reçu de convocation. Et parce que Boumboulaïd, on met en prétexte que Boumboulaïd était mort et que ce n'était pas su. Boumboulaïd est mort 6 mois avant le congrès de la Soumam. Il est mort en mars. Le congrès de la Soumam, c'est fin août. Donc, n'empêche que lorsque, pour s'informer, le congrès de Soumam a délégué Amiroche. Amiroche est parfaitement parvenu aux Aurès. Il a vu tous les responsables du FLN, Agel Ajoul, le Gharour Abbas, le frère de Ben Boulaïd, il les a tous vus. Donc, c'était, je dirais, et la Soumam, c'est presque voisin des Aurès. C'est pas. C'est difficile comment dire, les communications étaient difficiles, mais pas impossibles. Et la conférence à laquelle vous avez assisté en 2018, que vous citez comme source d'information, et il y avait qui lors de cette conférence? Ben, il y avait la présidente de l'UCP, Madame Assoul, avec moi. Et donc à ce moment-là, on a su que par l'intermédiaire je ne peux plus citer, mais je pourrais retrouver la date de ce congrès. C'est comment dire, la salle de conférence de la maison de culture de Batna. Ou plutôt au théâtre, la salle du théâtre de Batna au centre-ville. Et ça s'est passé là. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas une preuve comme quoi cette invitation a été transmise, par qui elle a été transmise, par qui elle a été reçue. On n'a aucune information. De toute façon, les questions de l'histoire sont ouvertes. Et c'est là où ça demande, moi je pose les questions, où je demande à ce que les gens se posent les questions. Il y a eu un problème, pourquoi les Aurès n'ont pas assisté? Ça, c'est une question. La mort de Boumboulaïd, c'est pas suffisant comme cause, puisqu'on a dit comme quoi c'était le temps, il y avait 6 mois, il y avait la possibilité donc de pouvoir transmettre une invitation sans problème. Mais n'empêche qu'il y a eu des problèmes par la suite. Et ça, c'est les questions qui Mais justement, c'est votre approche, et typiquement, c'est ce qu'on est en train de dire, la différence entre histoire et historiographie. Donc là, on va prendre le sujet un peu plus globalement, mais on va rester sur ce point-là. Moi, je pourrais vous répondre que, par exemple, entre mars et août 1956, il faut un certain laps de temps pour qu'une invitation puisse parvenir, étant donné l'étau du colonisateur sur la situation de l'époque. Mais typiquement, votre regard d'historien et d'historiographe peut donner une autre focale, peut apporter de nouveaux éléments pour connaître l'histoire. Donc, si vous pouvez nous dire la différence entre l'histoire et l'historiographie. Écoutez, l'histoire, c'est ce qui arrive, c'est l'événement qui arrive. L'historiographie, c'est le fait de l'écrire et de la transcrire et les éléments qui en témoignent de cette histoire. Disons que l'histoire, c'est un fait et
l'historiographie, c'est sa trace. C'est la trace qu'elle laisse derrière elle. L'écrit, tous ces éléments, les archives, tous ces éléments-là font l'historiographie. C'est-à-dire c'est tout un background de l'histoire elle-même. Voilà. Car vous, M. Aguerabé, vous avez une double focale. Vous êtes un témoin de l'histoire. Oui. Vous avez vécu la glorieuse révolution et vous avez aussi fait un travail d'historien avec les acteurs de cette glorieuse révolution. D'une façon modeste, moi j'étais déjà à l'école lorsque le 1er novembre s'est déclenché. Moi j'étais à l'école, je suis rentré à l'école indigène en 1953, donc une année avant le 1er novembre. Le 1er novembre, j'étais déjà en deuxième année de l'école primaire. Et 55, c'était déjà, et mon père était déjà actif au niveau de la Révolution. C'était un responsable de l'approvisionnement du FLN, et c'est moi qui lui tenais sa comptabilité. Donc, et je voyais. Et mon père ensuite, à cause justement, disons, à la suite de ce congrès de la Soumam qui a bouleversé toutes les structures à la fois de l'ALN et du FLN, qui fait qu'à partir du moment où les Aurès n'ont pas assisté au congrès de la Soumam, une partie du FLN et de l'ALN, une partie reconnaissent le congrès de la Soumam, une autre partie ne reconnaissent pas. Et il y a eu des scissions, il y a eu des problèmes. Et donc moi j'ai assisté à ce phénomène de scission des forces armées révolutionnaires. Il y a eu des batailles rangées et des morts entre Algériens, une sorte de guerre civile intérieure à cause de ce problème de reconnaissance ou non du congrès de la Soumam. Et l'histoire a montré que par la suite c'était encore plus grave, puisque Gharor Abbas a été tué donc tous ces éléments-là ont fait qu'il y a eu des conséquences que nous avons subies et que personnellement j'ai vécu, puisque j'ai des membres de la famille qui ont été tués dans cette phase-là. Très bien. Et vous, autant qu'historien, depuis 15 ans, est-ce que vous pensez que nous avons aujourd'hui les outils méthodologiques pour écrire notre histoire, non pas juste l'histoire qui date de 1830, mais notre histoire ancestrale, parce que je sais que vous êtes un fin connaisseur de notre histoire du point de vue méthodologique, je dirais peut-être. Peut-être vous allez me corriger. Disons que moi je suis au départ, j'ai une carrière, j'ai été ingénieur en génie civil. En qualité d'ingénieur en génie civil, je suis rentré, je suis un des premiers ingénieurs algériens, je suis ingénieur depuis 1970. Ça fait 55 ans aujourd'hui. C'était la première promotion ou la Non, deuxième? ce n'est pas la première. Non. La première était un peu plus... non, disons que c'est une des premières. Une des premières. On n'était pas... Vous savez, à l'indépendance, il y avait 350 étudiants en Algérie, au niveau de l'université, hein, pour vous dire la qualité de la civilisation française. 350 étudiants. Lorsque je suis rentré à l'université... Sur une population de 6 millions d'habitants. Sur une population de 9 millions. 9 millions, on était en 62. 350 étudiants. Lorsque je suis rentré à l'université fin 64, on était 700. Et on avait des bourses de 40 000 de 400 dinars, c'est-à-dire 2 fois le SMIC. Imaginez, pour encourager des ingénieurs. Lorsque j'ai étudié, j'ai fait ingénieur en génie civil en France, à Paris, et quand je suis rentré, j'ai construit des lycées, maisons de culture, des hôpitaux et tout ça. J'ai construit la cité olympique en qualité d'ingénieur en génie civil. Ensuite, j'ai repris des études d'architecture. Et c'est là où j'ai découvert, pratiquement, je les ai repris en 77, c'est-à-dire 7 ans après, j'ai découvert qu'il y avait un changement. 77. C'était plus la méthodologie classique
ancienne d'enseigner la résistance des matériaux, d'enseigner les choses, il y a eu quelque chose de changé. Au niveau de l'enseignement Au niveau de l'enseignement, d'une façon classique, déjà les maths modernes ont été intégrées alors que moi je n'avais pas fait les maths modernes, parce que mes études se sont passées dans les années 60, modernes. Donc tous ces éléments ont fait que, à partir de la fin des années 70, il y a eu une nouvelle donne. Mais Au est-ce niveau que de c'est la en science. Algérie ou est-ce que c'est Non, partout non, dans le monde? dans le monde. Dans le monde. En Algérie, c'était. En Algérie, on avait quand même une bonne école, la médecine et tout ça. C'était une des meilleures, en tous les cas, la meilleure d'Afrique. Les Marocains et les Tunisiens venaient étudier ici en Algérie. C'était assez avancé. D'ailleurs, une fois, j'ai assisté pose la première pierre de l'hôpital d'Oran par Bouteflika et devant moi, il s'est adressé au wali d'Oran, il lui a dit c'est un bon hôpital, mais est-ce qu'on a les bons médecins, est-ce qu'on a les bonnes organisations, est-ce qu'on a les bons gestionnaires, parce qu'on était les premiers de la classe, aujourd'hui on est les derniers de la classe. Ça c'est Bouteflika, il l'a dit devant moi, donc on est devenus les derniers de la classe dans le monde, dans ce domaine-là, au niveau des sciences, au niveau des choses. On a perdu beaucoup. Parce qu'auparavant, on voulait, maintenant, les choses ont changé. En fait, il y a une sorte de. L'enseignement est devenu plus idéologique à partir d'un certain temps et les choses ont changé. Mais au niveau du monde, les choses ont évolué d'une façon moderne. C'est-à-dire, par exemple, les théories du chaos ont été intégrées dans les sciences. On calcule maintenant le séisme, on calcule les éléments finis. Ça nous a permis. Moi, j'ai été parmi les précurseurs de ces problèmes-là, notamment par la construction de la coupole. On l'a résolu grâce à ces problèmes inédits. Et par la suite, ça a été. Mais toutes les sciences ont été touchées par cette modernisation, sauf l'histoire. Sauf l'histoire, on est resté sur l'événementiel, tel que le faisait Ibn Khaldoun. Il le faisait si bien au XIVe siècle. Mais depuis, pour l'histoire, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. On le fait, on essaie d'arriver au niveau d'Ibn Khaldoun. Et on ne l'a pas encore compris. Donc, moi, quand j'ai commencé à étudier des phénomènes de situations qui me concernent personnellement, des problèmes, et c'est grâce à l'histoire, grâce à une sorte de mise en intégration, en intégrant des éléments de grille de lecture de l'histoire, j'ai mis en place une véritable grille scientifique où j'ai mis le temps, les événements, les acteurs, et j'ai croisé tous ces éléments, les sources, tout ça, j'ai découvert d'autres choses que ce qu'affirme l'histoire classique. Et ça, c'est même à titre personnel. Ça, c'est à titre personnel. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai découvert les choses. Et au fur et à mesure, j'étais ébahi parce que je découvre d'autres vérités que celles qui sont avancées. Mais des vérités qui sont sourcées. Des vérités qui sont. Parce que lorsqu'on remet les sources, on croise les sources, on multiplie les éléments, on multiplie les points de vue, on donne tout ce kaléidoscope. Parce que la vérité n'est pas détenue par une seule personne. Et comment voyez-vous l'Université citoyenne populaire, dont vous êtes le fondateur, je le rappelle, dans cette démarche de découverte de nouveaux éléments, de croisement multidimensionnel d'éléments qui font l'histoire ou l'historiographie? C'est à la fois simple et compliqué, mais je dirais, commençons par le plus simple. Il suffit simplement de coucher à plat, de mettre à plat les choses, les éléments. Mettre les choses les uns derrière les autres. Ce problème de guerre d'Algérie, lorsque vous citez un fait, il faut citer son contexte, il faut citer ses acteurs, on ne mélange pas. Aujourd'hui, si vous posez une question des Français moyens, ils vous le mélangeront De Gaulle avec Charlemagne. Parce qu'ils n'ont pas de grille de lecture au niveau du temps. Oui, effectivement, mais nous, ce que nous appelons la guerre de libération, eux l'appellent guerre d'Algérie. Déjà, il y a une différence sémantique. Déjà, on ne l'appelle plus guerre de libération. Au mieux, on l'appelle guerre d'indépendance. Le mot libération était perdu en 1956.
Parce que libération, dans la libération, il y a l'indépendance n'est qu'une première étape. Dans le mot libération, ça apporte la démocratie, ça apporte tous ces éléments-là qui sont une nécessité de rupture politique à ce niveau-là. Mais moi, je pourrais vous répondre que dans les manuels scolaires, les نقراوهم في المسجد مكتوب حرب التحرير. Voilà. Donc c'est une guerre de libération. Voilà, c'est resté. Mais pourquoi ça n'a abouti à l'indépendance? Pourquoi on ne parle pas de libération en 62? On parle d'indépendance. C'est une première étape. Voilà, c'est la question que je pose. C'est pour ça que, en fait, mon sujet justement d'histoire moderne, c'est de pouvoir se poser des questions, c'est tout. C'est de se poser des questions et des questions fractales. Autrement dit, une question ramène une autre. C'est comme un gosse qui cherche à comprendre pourquoi, et vous lui répondez, et vous dit pourquoi. Il rentre de plus en plus avec des pourquoi dans la profondeur des choses. Et pourquoi vous pensez que c'est nécessaire alors? C'est nécessaire parce que nous sommes au niveau de la pensée archaïque, enfin pour nous archaïque au XXIe siècle, avec la pensée que nous n'avons pas atteint encore le niveau de Ibn Khaldoun du XIVe siècle. Ibn Khaldoun est quelqu'un qui a révolutionné l'histoire et la sociologie de son temps, mais on peut l'étudier en tant que tel, avec son contexte, mais ne pas en faire un prophète de l'histoire. Il y a des éléments qui sont dépassés, il y a des choses. La preuve, Ibn Khaldoun n'est même pas étudié au Moyen-Orient. Et il est si mal étudié chez nous. Donc il faut déjà commencer à comprendre Ibn Khaldoun. Pourquoi Ibn Khaldoun? Parce que Ibn Khaldoun, il a une complexité au niveau de l'écriture et au niveau de l'appréhension de l'histoire. Il a une double, au moins deux niveaux d'écriture. Quand il écrit lorsqu'il était du côté du pouvoir et quand il écrit lorsqu'il est à l'extérieur du pouvoir, il est en exil. C'est deux écritures différentes. Et ça, déjà, on n'a pas encore démêlé tous ces éléments-là. Il faut déjà démêler ces situations-là. Bah, vivons le prochain épisode alors. Voilà, merci. Merci beaucoup Merci pour toutes ces informations. Merci. Et à très bientôt, docteur Aguirre. Merci. C'était bien.